Bonsoir Alice Ruffo. Bonsoir. Merci d'être présente dans Tout est politique en direct sur France Info, ministre déléguée aux armées, auprès de la ministre des Armées, Catherine Vautrin. D'abord, quelle est votre réaction après cet attentat terroriste antisémite en Australie, à Sydney? 11 morts, 29 blessés sur la plage de Bondi, près de Sydney. Une réaction d'effroi, comme tout le monde, de condamnation absolue et puis évidemment de soutien aux victimes, à leurs familles, à leurs proches, aux blessés, aux autorités, au peuple australien. Effectivement, attentat terroriste antisémite. Terrible et rien de plus à ajouter que cet effroi et ce soutien. Après Manchester, après Washington, aujourd'hui Sydney, dans ces trois villes, les Juifs ont été tués parce qu'ils étaient Juifs. Est-ce que la France est à l'abri de ça? Non, et d'ailleurs, elle le sait malheureusement. Parce que nous aussi, on a fait l'objet d'attaques de cette nature. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, le ministre de l'Intérieur à anticiper la situation pour les fêtes de fin d'année et à renforcer les dispositifs de protection, notamment autour des fêtes à caractère religieux. Et non, malheureusement, on sait que l'antisémitisme tue, que le terrorisme antisémite existe et on l'a vécu, nous, sur notre sol, dans notre chair. Et qu'est-ce que vous dites aux Français juifs qui hésiteraient à célébrer les fêtes de Hanouka, qui commencent ces jours-ci et qui ont peur? Je dis que tout est mis en œuvre par les autorités, alors évidemment par le ministère de l'Intérieur. Il n'y a jamais de risque zéro en matière terroriste. Il faut pouvoir le dire. En même temps, le dispositif a été renforcé. Il y a aussi un dispositif qui est lié au ministère des Armées, qui est le dispositif Sentinelle. Sentinelle, voilà, ce sont des militaires qui sont déployés sur le territoire national pour renforcer les forces de sécurité intérieure. Donc, je salue leur action, mais tout ce que je peux dire, c'est que les autorités françaises sont pleinement mobilisées pour les protéger dans cette période de célébration. Et cette haine meurtrière antisémite, est-ce que vous pensez qu'elle est directement liée au 7 octobre et à la guerre à Gaza qui a suivi, ou elle est plus profonde? La haine antisémite, malheureusement, elle est très ancienne et elle frappe et tue depuis longtemps. Mais oui, de fait, après le 7 octobre, on a vu une explosion des actes antisémites en France et partout dans le monde. Et bien sûr que cette violence antisémite et cette effroyable barbarie frappe plus, oui, depuis le 7 octobre. Berlin, on en parlait avec Alban Bicosier, nos invités il y a un instant, capitale des nouvelles discussions de paix sur l'Ukraine. Ce soir, on attend évidemment la sortie des émissaires ukrainiens et américains, le président Volodymyr Zelensky, Steve Witkoff, Jared Kushner. Qu'est-ce qu'attendent très concrètement les Européens? Est-ce que vous avez des informations que nous n'aurions pas? On a des informations en temps réel, en continu, en fait, depuis des semaines, des mois, parce qu'en fait, les Européens, les Ukrainiens et les Américains sont en contact, en fait, permanent. Donc, j'ai pas d'informations spécifiques. Simplement, ce qu'on attend, c'est qu'on puisse avoir une perspective de paix crédible. Et sur quoi les Européens veulent peser le plus? Pardon, alors attendez, il y a deux questions. Laurent Geoffrin. Elle est très bonne, la question de Laurent. Allez-y, Laurent. Vous pensez qu'on s'en rapproche puisque vous les suivez heure par heure? Je souhaite qu'on s'en rapproche. Ce que je vois, c'est qu'au fur et à mesure qu'il y a ces différentes séries, au fond, de négociations, il y en a eu à Paris, il y en a à Berlin, il y en aura d'autres, il y aura d'autres séries de négociations. C'est qu'on avance sur la précision, la convergence qu'on peut avoir sur ce qu'est une paix juste et durable en Ukraine. C'est-à-dire qu'en fait, la question des garanties de sécurité, par exemple, qui a été largement portée par les Européens dans le débat à l'appui des Ukrainiens. Mais là, les Russes ont accepté des choses qu'ils refusaient auparavant? Les Russes, pour l'instant, j'ai pas vu quelles concessions ils étaient prêts à faire pour trouver la paix. Donc là, on parle d'un accord de paix entre tous ceux qui sont d'accord pour faire la paix, sauf il y a un élément de convergence important à avoir entre Européens et Américains. C'est un gros travail, ça. Ouais. Et sur les garanties de sécurité, ça a été tout l'objet de la coalition des volontaires, qui s'est encore réunie la semaine dernière, et qui permet d'avancer, parce que, quelle que soit la situation finale en Ukraine, de paix, d'accord de paix ou pas, il faudra ces garanties de sécurité qui seront apportées par les Européens et par les Américains. Je vais y revenir. Mais c'est absolument nécessaire, parce que j'entendais les conversations qu'il y avait sur ce plateau avant. En diplomatie, vous savez, il y a une manière de dire les choses, c'est rien n'est agréé tant que tout n'est pas agréé. On ne peut pas découper une négociation. On ne peut pas parler de territoire si on ne parle pas de garantie de sécurité. Et donc, au fond, c'est là-dessus qu'on avance sur un agenda de convergence avec les Américains, entre Européens aussi, et avec les Ukrainiens. Que vous dire que les Russes sont prêts à faire des concessions pour avoir la paix, non, je ne crois pas. Les Russes sont à l'origine du problème. C'est à eux de décider s'ils veulent faire partie d'une solution ou pas. Pour l'instant, je ne crois pas qu'ils l'aient décidé. Et quand vous voyez Donald Trump estimer
estimez que l'Ukraine doit adhérer et rapidement à l'Union européenne, en tout cas que les Américains y sont favorables. Pour 2027, qu'est-ce que vous lui répondez ? Je vous réponds que c'est à l'Europe de décider de son avenir et à l'Ukraine, et puis que la perspective européenne de l'Ukraine est claire, depuis d'ailleurs le voyage du président Macron, à l'époque du chancelier Scholz, avec le président du Conseil italien, le président roumain, en Ukraine, en juin 2022. Cette perspective a été ouverte et elle le reste, évidemment. Mais pour revenir aux garanties, vous pensez que les armées françaises seront invitées à contribuer à ces garanties en se déployant, par exemple, à l'ouest de l'Ukraine ou bien dans un pays voisin ? Alors, les armées françaises sont jamais invitées par d'autres que par nous-mêmes à faire quelque chose. Non, mais c'est très important, c'est pas du tout anodin. Et je pense qu'il faut être très clair. Je voulais dire invité, c'est-à-dire qu'on leur demanderait, leur ministre leur demanderait d'aller... De toute manière, c'est le président de la République qui décide en la matière. Le fait est que ça fait des mois qu'on travaille sur cette question des garanties de sécurité qui ne comporte pas qu'une dimension terrestre, même si elle comporte une part de régénération de l'armée ukrainienne. Pourquoi ? Parce que la première des garanties de sécurité sur le terrain, ça sera une armée ukrainienne robuste, et elle comporte une dimension aérienne et maritime. De quoi on parle ? On parle du fait que si jamais il y avait un accord de paix ou de cessez-le-feu, il faudrait que la Russie ne puisse... D'abord, il faudrait aider l'Ukraine à être dissuasive pour éviter que la Russie recommence. Et puis, il faudrait travailler, et là, c'est très important de travailler avec les Américains, aussi, à ce qui se passerait en cas de... si la Russie recommençait. Oui, c'est ça. Voilà, et donc, pour la dissuader. Et plus vous avez des garanties de sécurité à l'Ukraine robustes et positives, moins la Russie peut être incitée à recommencer. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Donc je pense qu'il faut vraiment garder cet élément au milieu, parce que la paix, pour qu'elle soit durable, il faut bien qu'elle soit solide. Il n'y a aucune garantie de sécurité possible si les Américains ne veulent pas en faire partie. Les Européens, à eux seuls, autrement dit, ne peuvent pas depuis le début, aider à la sécurité. Ce sont les Européens qui ont lancé le travail sur les garanties de sécurité. Au demeurant, il y a longtemps, c'est-à-dire lorsque le président Trump était venu pour l'ouverture de Notre-Dame, cette discussion avait commencé. Ensuite, au début de l'année dernière, on a lancé avec les Britanniques la coalition des volontaires qui avait pour vocation justement de travailler sur ces garanties de sécurité. Et une fois que c'était suffisamment mûr au niveau des contributions européennes, une fois qu'on s'est senti prêt, il y a eu une conversation avec les Américains, également avec les représentants militaires de l'OTAN, qui ont permis de détailler, d'amener les Américains sur cette discussion-là. Les Américains ont fini par changer d'avis. À Washington en début de semaine dernière, et ils sont engagés dans ces garanties de sécurité, ce qui est très important. Y a-t-il un camp américano-russe aujourd'hui, Alice Ruffo, un axe Trump-Poutine dans la guerre en Ukraine? C'est en tout cas ce que dit, on va l'écouter, l'eurodéputé Bernard Guetta sur France Info. Les Américains, et en vérité les Russes, les deux, exiger des Ukrainiens qu'ils se retirent de zones que les Russes n'avaient pas conquises. Et les Ukrainiens ont dit, écoutez, oui, éventuellement, mais à ce moment-là, il faudrait que les Russes se reculent. Nous, on peut se reculer et on peut créer, comme entre les deux Corées, une zone démilitarisée. Il y a quand même des pertes territoriales dans cette contre-proposition. Oui, d'accord, mais c'est plus du tout ce que les Russes envisageaient. C'est la réponse du berger à la bergère. Et maintenant, si vous voulez, la balle est repartie dans le camp, parce que c'est horrible, dans le camp américano-russe. Parce qu'il y a un camp américano-russe. Ce qui ne dit pas juste la vérité. Il y a un camp américano-russe, un axe Trump-Poutine. Au fond, Donald Trump est devenu notre adversaire. Non, je ne crois pas qu'on puisse qualifier les États-Unis d'Amérique d'adversaires, honnêtement. On fait partie de la même alliance militaire. Il y a les postures, puis il y a aussi la réalité. Bon. Donc il se trompe. Je ne dis pas qu'il se trompe, il a raison, notamment sur le fait qu'il y a eu beaucoup de pression sur l'Ukraine et que tout le travail des Européens dont il fait partie et qu'il appuie... Mais un axe Moscou-Washington je pense que le travail des Européens a été précisément d'éviter que la pression ne porte que sur l'Ukraine. Mais non sans succès, il ne faut pas se désespérer. Il y a eu des sanctions américaines qui ont été adoptées, notamment sur le pétrole russe. C'est beaucoup du travail des Européens de conviction. Mais quand vous entendez le chancelier Merz qui dit la Pax Americana, c'est terminé, ils ont, les Américains, leurs intérêts, nous avons les nôtres. C'est quoi cette relation exactement ? Il a raison, mais c'est pas tellement nouveau que les États-Unis d'Amérique se concentrent d'abord sur leurs intérêts. Je pense qu'il s'adresse aussi beaucoup, quand le chancelier dit ça, à l'opinion allemande, qui a pu croire longtemps aussi que les Américains ne seraient toujours là et ne feraient pas ce fameux shift dont on parle vers l'Indo-Pacifique. Bon. Oui, bien sûr que la situation telle qu'on en a hérité en 1945 n'a plus lieu d'être. Il faut qu'on prenne notre propre sécurité en main. Et je pense que c'est très important. Oui.
L'impression qu'on a, c'est que l'état actuel des forces militaires en Europe de l'Ouest, des démocraties européennes, voilà, n'est absolument pas suffisant pour soutenir une politique d'indépendance, puisqu'on dépend sur beaucoup de secteurs militaires, hein, j'entends, de la coopération américaine. S'ils la retirent ou s'ils menacent de la retirer, on n'a pas de solution alternative, on n'a pas de plan B, et donc on est obligé de suivre ce qu'ils nous disent. Alors nous, la France a plutôt une tradition d'indépendance en Europe. Aux autres, oui, mais c'est l'histoire de c'est notre histoire, c'est l'histoire de la dissuasion nucléaire aussi, c'est notre histoire. Bon, mais pour autant, on a quand même un agenda depuis 2017, quand même de renforcement de ce qu'on appelle la souveraineté européenne, l'autonomie stratégique européenne, qui n'a pas été si facile à imposer en Europe. En vérité, on était très critiqués sur cet agenda il y a une dizaine d'années, il y a 7 ou 8 ans. Mais on voit bien quand même aujourd'hui que malheureusement le contexte, ça progresse. Il y a eu l'adoption d'instruments, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits en la matière. Je veux dire, avec une accélération incroyable au moment de la guerre en Ukraine, avec l'agenda de Versailles, etc. Donc on peut dire que ça va pas assez vite et être frustré de ça, mais honnêtement, ça accélère quand même beaucoup. La grande question qui préoccupe les Français, c'est est-ce que on aura le temps de cet effort de défense face à la menace russe. Quand vous avez un chef d'état-major des armées qui vous dit qu'il faut se préparer à un choc d'ici 3 ou 4 ans, est-ce qu'en 3 ou 4 ans, on sera au niveau pour être complètement autonome d'un point de vue militaire, de défense stratégique ? Ça dépend de nous, ça dépend de la possibilité de voter un budget, ça dépend du fait que, quelle que soit la situation dans le monde, au fond, on continue de garder cet agenda de souveraineté et qu'on ne se dise pas ça va passer. Parce que c'est un peu ce qui est arrivé par le passé. Les Américains disaient telle ou telle chose et puis on avait tendance à faire un peu une politique de l'autruche, à dire on verra avec la prochaine administration. C'est pour ça que je suis prudente, je pense c'est un agenda de long terme. Il peut s'exprimer plus ou moins brutalement, c'est un peu brutal dans l'expression par moment, mais c'est quand même un agenda de long terme. Donc l'Europe doit garder ça en tête et quoi qu'il arrive, continuer de cet agenda de souveraineté. Alors qu'est-ce que vous dites à Marine Le Pen qui vous accuse d'instrumentaliser la guerre pour faire voter le budget en martelant que s'il n'était pas voté, la France ne pourrait pas se défendre? Puisque là, on a un véritable enjeu autour du budget, 6,7 milliards de crédits supplémentaires pour la défense. Elle dit, au fond, c'est du chantage. Qu'est-ce que vous lui répondez? Il n'y a aucune instrumentalisation. La loi de programmation militaire est pluriannuelle, elle permet de donner une direction à nos armées et à nos industriels. Mais elle est en exécution, votée chaque année au Parlement. Et donc, en fait, elle est soumise aux parlementaires qui l'ont adoptée. Et puis là, il y a eu un article 50-1 qui a permis un débat justement à l'Assemblée nationale, alors même qu'il était possible, vu le chemin budgétaire, que l'Assemblée nationale ne se prononce pas. Donc au contraire, c'est un débat. De voter ce budget dans lequel il y a les crédits supplémentaires pour la défense. Vous savez très bien que c'est très très risqué. Pour l'instant, le compte n'y est pas. En tout cas, on va voir. Cette semaine est très importante. Il y a eu une avancée avec l'adoption du PLFSS. Le pari qui est fait, c'est celui du débat parlementaire. Et c'est justement pour ça. Les crédits ont été adoptés au Sénat dans la mission défense. Il y aura des débats qui vont se poursuivre. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que c'est le contraire d'une instrumentalisation. C'est un moment très parlementaire dans lequel, au fond, on demande aux députés, en leur montrant l'état de la menace. Il y a eu plusieurs réunions qui ont eu lieu, y compris à l'hôtel de Brienne, de voter des crédits pour nos armées, parce que nos armées en ont besoin pour faire face à l'état du monde tel qu'il est. Vous parlez beaucoup de la menace. Aussi. Vous avez le sentiment que la représentation nationale a pris conscience de cette menace russe ? Je crois que la représentation nationale est informée des menaces et moi je vois beaucoup d'esprit de responsabilité, notamment dans les travaux qui ont été menés en commission. Voilà, maintenant il faut que cet esprit de responsabilité se traduise par des votes. Et dans l'opinion, vous avez le sentiment que ces efforts budgétaires qui seront nécessaires pour renforcer notre défense vont être acceptés ? Moi, je crois quand même qu'il y a je pense qu'il y a une vraie prise de conscience parce que cette guerre, quand même, sur notre continent qui est pas si loin de nous, 1500 km, Strasbourg, Lviv, c'est pas loin. Le courage ukrainien, l'état des menaces qui ne sont pas simplement des menaces liées au flanc Est, qui sont aussi sur le flanc Sud. La menace terroriste en France, elle existe encore. L'état du monde fait que chacun voit bien qu'il faut plus de moyens pour renforcer notre sécurité, qui est quand même la première des libertés. Donc, je crois qu'il y a un grand consensus au sein de notre pays sur le fait de donner les moyens à nos armées. Encore une fois, on est dans un moment parlementaire et c'est donc aux parlementaires. Et moi, je crois à ce chemin de compromis parce qu'on est en train de parler de sujets qui, quand même, concernent tout le monde. Là. La question, c'est est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on sera prêt face à cette guerre qui menace ? Un retour de la guerre, pourquoi pas même de haute intensité, c'est ce qu'on entend quand on écoute les militaires. La guerre hybride, elle est déjà là. On en parlait avec ce sous-marin russe dans la Manche. S'il faut passer dans une forme d'économie de guerre, ça se décline comment ? Est-ce qu'on sera prêt ? Où vont aller les investissements ? Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui ?
pourra être prêt d'ici quelques années? Alors, pour vous répondre très précisément sur ce qu'il nous faut maintenant, il nous faut plus de munitions pour que nos armées soient plus prêtes, à la fois des munitions simples et des munitions complexes. Il nous faut plus de drones, on voit bien toute la menace, et d'ailleurs c'est ce qui est prévu dans ce qu'on appelle la surmarche, c'est-à-dire l'augmentation du budget. Il nous faut des moyens de protection aérienne et antimissiles. Il nous faut continuer de moderniser notre dissuasion. Tout ça, c'est programmé, anticipé et en permanence mis à jour dans la programmation. Mais ça veut dire qu'on n'a pas assez, il faut augmenter les dépenses de défense. De munitions de jours d'avance, il paraît qu'on a 2 jours s'il y a une guerre. Non, je ne crois pas qu'il faille réduire les choses. Il faut augmenter, il faut reconstituer nos stocks et il faut augmenter. C'est les militaires qui disent ça. Oui, mais je ne vais pas me mettre à commenter tel ou tel segment. Le fait est qu'il y a une programmation budgétaire qui a été votée par les parlementaires. Cette programmation, elle doit être mise à jour régulièrement. Pas parce qu'on a envie de le faire, parce que l'état de la menace évolue et qu'elle s'accélère. Et donc, au fond, on le fait. Le président de la République, sur la base de la revue nationale stratégique actualisée en juillet, a dit il faut accélérer par rapport à la trajectoire de la loi de programmation militaire. Il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est pas le gouvernement qui décide tout seul que le monde devient plus dangereux. Il devient plus dangereux. Oui. Et effectivement, on est face à cette guerre hybride qui doit amener à élargir même au-delà du champ militaire. Au fond, la défense est une problématique qui dépasse les armées. Qu'est-ce que vous répondez ? Les Ukrainiens ont besoin de Rafale. Alors, il paraît qu'on leur a répondu, on peut en faire 2 par mois, je crois, ou 3, je ne sais plus. On aura une accélération des cadences. Vous posez la question de l'économie de guerre. Je crois que c'était important de s'engager avec l'Ukraine parce qu'au fond, la protection du ciel de l'Ukraine future, son destin est européen. Et donc, c'est bien que ce soit des matériels européens, français qui se positionnent et qui avancent. Mais il paraît qu'on ne peut pas les produire. Si, je pense que la cadence de production doit être augmentée, peut être augmentée. C'est précisément l'enjeu de ce que vous dites sur l'économie de guerre. Oui. D'ailleurs, on a eu cette expression d'économie de guerre qui a été employée par le chef de l'État, pas récemment, mais il y a quelques mois. Elle vous semble légitime, proportionnée, justifiée quand on voit les 40% de PIB russes qui vont à la défense et à l'armée? L'économie russe, vous savez, l'économie russe est une économie de guerre. D'ailleurs, un soldat est beaucoup plus payé qu'un médecin. Il y a une militarisation de la société extraordinaire qui est quand même terrible, y compris pour la Russie, avec une économie qui ne va pas si bien que ça. Voilà. Là on n'est pas encore aux 3%, donc c'est pas du tout une économie notre économie va mieux que l'économie russe. Voilà. Et en fait, je pense que l'économie de guerre, c'est aussi une manière de dire qu'il fallait accélérer les cadences de production. Mais c'est ce qui a été fait. Je veux dire, on n'a pas commencé hier matin ou il y a 15 jours. Sur les productions des fameux canons César, dont vous parlez parfois sur votre antenne, l'accélération des commandes et le fait qu'on ait travaillé avec l'Ukraine a fait que les cadences ont été considérablement accélérées. C'est vrai aussi sur les Mistral, c'est vrai sur un certain nombre de secteurs. Mais il faut énormément accélérer la cadence de production et accélérer aussi un agenda d'innovation parce que c'est pas qu'une question de masse, c'est aussi une question d'innovation. Sur la question de la souveraineté européenne et nationale française en matière de défense, la gauche radicale répète, elle l'a dit encore dans l'hémicycle, qu'au fond, ce sont les Américains qui vont profiter de cet effort de défense parce qu'on va leur acheter plus à eux qu'à nous. Qu'est-ce que vous répondez ? Je réponds que c'est pas vrai, puisqu'on a un agenda de souveraineté européenne qui n'est pas une posture qui se matérialise dans des textes. Le Conseil a adopté, par exemple, très récemment, un instrument qui s'appelle EDIP. Alors, pardon, les acronymes, je sais, moi aussi, je m'y perds parfois. Mais en fait, c'est un instrument pour augmenter l'investissement européen à destination de la base industrielle et technologique de défense européenne. C'est-à-dire avec une vraie et claire préférence européenne pour laquelle on s'est beaucoup battu à Bruxelles. J'ai fait partie des négociateurs, donc je peux vous le dire, et nos représentants diplomatiques se sont beaucoup battus. Voilà, il faut nous permettre de faire ça. Sinon, alors effectivement, si on fait rien, qu'on vote pas le budget, etc., effectivement, il y aura des dépendances nouvelles. On voit bien que tout ce qu'il faut faire, c'est réduire nos dépendances. Et sur la réindustrialisation oui, c'est également, vous pensez qu'il y a des emplois à la clé importants? On parlait de Brandt qui a été liquidé récemment et on connaît la longue liste des usines sur le carreau. Je vais vous donner un exemple très précis. Lorsqu'on a relancé la production de poudre, on avait laissé tomber pour Orinco. On a une usine à Bergerac qui s'est créée. Voilà, la réindustrialisation, elle passe aussi par là. C'est quand même beaucoup d'emplois industriels, la défense. On l'a chiffré ? C'est à peu près 220 000 emplois. 220 000 emplois la base industrielle et technologique de défense, oui. 4 000, c'est beaucoup de PME, ETI, de tissus locaux. Donc, quand on investit dans la défense, on investit dans notre avenir, dans notre économie aussi, parce qu'on sait très bien qu'il y a des retombées civiles. Donc, c'est pas juste un coût, c'est aussi c'est un investissement. Alors, je vois qu'on parle du service national volontaire. Juste, pour faire la transition, c'est que comment vous avez réagi aux déclarations du CEMA, comme on dit, du chef d'état-major des armées, sur la nécessité de sacrifier, d'envisager de sacrifier les enfants de France?
à une guerre. D'abord, j'ai lu ce qu'il a dit, contrairement à beaucoup de gens, aussi, je crois. Mais il y a un bout de son propos qui a été isolé, une grande polémique. Il faut faire attention, c'est quand même une institution, l'état-major des armées et le chef d'état-major des armées, dans la période où on est. Les attaques injustifiées sont vraiment, il faut pas les accepter. D'ailleurs, on les a pas acceptées. Mais il était dans son rôle pour parler. Il parle. C'est bien qu'un militaire s'exprime sur ce qu'il fait lui. On oublie toujours, quand on parle de ce débat, que nos militaires sont jeunes. Nos militaires qui combattent différents types de menaces, d'ailleurs, dont la menace terroriste. Il y en a qui sont déployés en Irak. Parfois, il y a des pertes. Parfois, c'est des jeunes. Alors, bien sûr que c'est pas sacrifier la jeunesse, c'est pas ça l'idée. Mais on voit bien que nos militaires sont jeunes et que quand on s'exprime comme un militaire, c'est normal que lui dise que dans la société, on doit entendre ce que c'est l'engagement militaire. Pardon ? C'était pas forcément le bon endroit, le Congrès des maires, pour le faire. C'est ce qui n'était pas très appréciable, en tout cas, c'est qu'il y a eu une polémique injustifiée sur la base d'un propos extrait. Ce qui est frappant, c'est que cette polémique a été menée par des partis, explicitement, qui font 50% des voix, quand on les agrège tous. L'extrême droite d'un côté et la France insoumise de l'autre, ça fait presque 50% des voix. C'est pas inquiétant, ça c'est pour ça qu'il faut le défendre. Il ne faut pas dire qu'il a dit ce qu'il n'a pas dit. Voilà. Et est-ce que sur le fond, il a raison ? Vous avez l'impression que la force d'âme va falloir... Je crois que l'esprit de défense, en tout cas, et ce qu'on appelle les forces morales dans le milieu militaire, sont essentielles. Sur le service national volontaire, est-ce que vous avez déjà senti un intérêt, des candidatures ? Le dispositif va se mettre en place progressivement, on le rappelle, sur la base du volontariat. C'est indemnisé 800 € par mois et personne ne sera envoyé sur un terrain d'opération. Non, c'est territoire national. Est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes Français peuvent se saisir de ce service ? Je pense oui. D'abord, on l'a vu lorsqu'on a voulu augmenter ce qu'on appelle la réserve opérationnelle, il y a eu énormément de candidatures. Il y a eu plus de candidatures que de postes ? Absolument. Ouais. Et je pense que oui, parce que je pense que d'abord, le rapport de la jeunesse aux questions de défense, c'est un rapport qui a changé, qui a évolué par rapport à ma génération, par exemple. Et je pense que, par exemple, sur les secteurs technologiques, moi je l'ai vu, j'étais dans les forces à Haguenau, là, en Alsace, il y a pas très longtemps, et j'ai vu qu'au fond, nos forces travaillent de manière très locale et très étroite avec des réservistes qui travaillent dans la base industrielle et technologique pour justement, dans les domaines de la dualité, dans les domaines duaux, c'est-à-dire à la fois civil et militaire, essayer d'apporter des éléments sur l'innovation. Et ces forces prévoient justement que les volontaires du service national vont arriver et les intègrent d'ores et déjà dans leur programmation, dans leur activité. Moi, je pense que c'est très important, à la fois parce que nos armées ont besoin de cet appui, et puis je pense que c'est très important pour développer l'esprit de défense dans notre société. La mémoire, le monde combattant dont j'ai l'honneur d'avoir la charge, en plus des autres dimensions, sont essentiels. On le voit d'ailleurs, on a commencé cette interview sur l'antisémitisme. La mémoire, ça compte. Dernière question qui nous ramène aux États-Unis. Vous avez eu l'occasion déjà de commenter la stratégie nationale de sécurité américaine qui nous étrille, mais on renvoie à vos interviews précédentes. Mais dans un document non publié de cette stratégie qui a fuité dans les médias américains, il y a cette idée américaine d'un C5, un Core 5, qui contournerait le G7, cette grande réunion des grandes puissances démocratiques. Comment vous accueillez ça ? États-Unis, Russie, Chine, Inde, Japon, sans nous. Bon, je sais pas, je crois pas que ça a été confirmé par les autorités américaines. Voilà. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais alors l'élargissement de la gouvernance mondiale. Nous, ça fait longtemps qu'on plaide, que ce soit au Conseil de sécurité des Nations Unies, favorable à l'élargissement du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que le monde a changé, les émergents ne sont plus des émergents, ils doivent prendre leurs responsabilités. J'ajoute que lorsqu'on a été en présidence du G7, il y a 7 ans maintenant, puisqu'on l'est bientôt, on a plutôt élargi précisément à l'Inde, qui est un grand acteur. Le G7 aujourd'hui, complètement. Je pense qu'on doit réfléchir à comment on élargit la gouvernance. Et on a le G20, dont on voit bien que par moment, il est un peu bloqué. Même pas réfléchir. Peur d'un C5 qui nous écarterait. Non, on fait partie de la gouvernance mondiale et l'Europe est un acteur majeur des relations internationales. Il n'y a aucune raison de la sortir. Merci infiniment. Merci Alice Ruffo, ministre déléguée aux armées.